Bonjour, je suis très content d'être très content. Je vais vous expliquer après. Très content d'être parmi vous, mais en fait, je me suis posé la question, est-ce que je dois accepter cette intervention parce que je ne suis pas de SHS, j'ai pas fait d'études avec une vision de sociologie, etc., sur les universités. Donc, je viens ici plus pour apprendre dans ce domaine que de vous proposer de nouvelles idées. En fait, très rapidement, je me présente. J'ai fait mes études supérieures à l'université Paris-Sud à l'époque. Je voulais aller à l'école normale à l'époque, mais j'ai appris que les étrangers pouvaient pas, donc j'ai changé au cours de l'année. Et à l'époque, c'était pas possible parce qu'on devenait des fonctionnaires et il n'y avait pas cette possibilité. Mais heureusement que ça a changé depuis longtemps. Donc, je me suis installé à Orsay, je connaissais pas. J'ai posé la question, quelle est l'université où on peut faire de belles sciences? On m'a dit, vas-y à Orsay. Bon, je suis allé à Orsay et donc je me suis inscrit là-bas et j'ai fait mes études en chimie physique très rapidement à partir de la licence. Il y avait un magistère de chimie physique. D'ailleurs, c'était avec les normaliens de Cachan à l'époque. On était ensemble et cette magistère. Ensuite, j'ai fait un DEA. Euh, vous connaissez le diplôme DEA. Et ensuite, une thèse. Une thèse, donc, après la thèse, j'ai été embauché dans l'industrie, un an, mais pour faire la recherche, en fait. Et ça s'est très bien passé parce que ce sont les industriels qui sont venus euh, me chercher, ils sont venus écouter la thèse et après la thèse, ils ont dit, voilà, on a un sujet intéressant, ce que vous faites, ça peut apporter. Et donc, j'ai été embauché par Metalor, qui est un industriel de production des métaux, entre autres des poudres d'argent pour l'industrie électronique. Et donc, depuis longtemps, ils se posaient la question comment faire des poudres avec des tailles monodisperses pour que ça marche. Ils n'arrivaient pas. Et en 6 mois, ça a marché. Ils n'ont pas voulu breveter parce qu'ils ont dit dès qu'on fait un brevet, tout le monde peut copier à l'extérieur. Donc, on vous paye, ça s'appelle une licence, et on ne fait pas un brevet. Donc, on a fait pendant 10-12 ans, j'ai eu un peu de, j'ai eu un peu des rentrées faibles, mais bon, ça faisait plaisir parce qu'on voyait que voilà, le sujet venait à quelque chose de très concret. Et ensuite, j'ai été embauché au CNRS. Je me suis présenté au concours CNRS. J'ai été chargé de recherche. Chargé de recherche en chimie physique. Et après une dizaine d'années, il y a eu un poste prof et je me suis présenté. J'ai eu le poste prof à l'université Paris-Sud, toujours à l'époque. Et ensuite, j'ai dirigé un laboratoire, là, le laboratoire que Alain Fuchs avait fondé, laboratoire de chimie physique. Et quand il est parti, j'ai pris la direction de ce laboratoire pour 9 ans. Ensuite, j'ai été au siège du CNRS pendant une dizaine d'années à l'Institut de chimie. À l'Institut de chimie, et j'étais ce qu'on appelle DAS, directeur adjoint de directeur de l'Institut, et j'étais en charge de 45 laboratoires en France autour de la chimie physique, la catalyse, etc. Pourquoi je vous donne ces détails? euh, C'est parce que, en fait, j'ai vécu un organisme de recherche, comment ça fonctionne. J'ai été dans l'industrie et bien sûr enseignant-chercheur à l'université. Je pense que c'est important d'avoir ces différents parcours. Ça permet au moment des prises de décision voilà, d'avoir une vue un peu plus générale que si on reste seulement dans un établissement donné. Et en juin, j'ai reçu un message de quelqu'un que je ne connaissais pas, Camille Galap. Et voilà. Donc après, j'ai pris cette fonction de vice-président en recherche. Donc, aujourd'hui, je vais
En fait, mon objectif, c'est de clarifier quelques points pour que ça soit clair. L'université et la recherche, quelques lois fondamentales pour mener une activité de recherche. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions? Les relations avec les ONR, en particulier le CNRS, INSERM, le CEA, etc. Je vais parler aussi de la recherche fondamentale et finalisée. Et comme je suis ici, je me suis permis d'aborder le sujet SHS. Voilà. On va voir. On va voir. Donc, l'université et la recherche, avant tout, je vais justifier mon job, mon salaire, parce que vous payez le salaire avec vos impôts. En répondant à cette question, est-ce qu'on peut imaginer une université sans activité de recherche? Est-ce que c'est possible? Une université, il n'y aurait pas d'activité de recherche, pas de laboratoire. Vous voyez que tout d'un coup, ça devient très difficile. On n'aura plus de diplôme HDR parce qu'il n'y a pas de recherche. Donc, ce n'est pas la peine d'être habile pour diriger des recherches. Il n'y aura pas de thésard, il n'y aura pas de doctorant, il n'y aura pas de... au niveau de master, il n'y aura pas des stages dans les équipes de recherche, même au niveau de la licence. Et je dirais, il n'y aura même pas innovation pédagogique, parce que souvent, les innovations pédagogiques que ça se fait, c'est sur des bases des activités de recherche dans les laboratoires. Et on apprend beaucoup de choses. C'est vrai que la formation, la recherche, elles se nourrissent. Et donc, pour moi, il est très difficile, même impossible, d'imaginer une université sans activité de recherche. Ça me paraît vraiment quelque chose indispensable à une université. Ça existe des collèges type américain ou 2-3 ans, un petit peu comme nos maths-spé, maths-sup, ça existe aussi, mais ce n'est pas des universités. C'est des préparations pour aller dans les universités. Donc, il y aura pas de dynamique, si on crée une université comme ça sans activité de recherche, le déclin commence après quelques années. Et voilà, la réputation, et on sera obligé de fermer cette université. Mais donc, cette activité de recherche, quand est-ce qu'on peut dire qu'elle est fiable et crédible? Donc ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie de nos soucis. Pour moi, il y a un certain nombre de critères, de conditions pour que cette recherche soit respectée et soit fiable et crédible. La toute première, c'est l'indépendance. C'est quoi l'indépendance? C'est capacité à choisir ses sujets et ses thématiques et ses méthodes. Donc, vraiment, sans cette indépendance du choix des sujets scientifiques, vous voyez actuellement aux États-Unis, on peut quasiment plus parler de réchauffement climatique, ce qui est admis partout que c'est scientifiquement basé, mais voilà, quelqu'un qui décide un jour, plus d'activité, on finance plus cette activité. Ensuite, il y a la liberté. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La liberté académique qui permet d'explorer des idées novatrices ou même controversées. Donc, un autre exemple aux États-Unis, sur le genre, par exemple, on ne peut pas discuter, même si on pourrait être contre pour j'en sais rien, mais on n'a pas cette liberté dans ces universités d'en discuter. Ensuite, il y a une troisième condition, même si on a cette indépendance et cette liberté, c'est éthique et intégrité scientifique. Éthique et intégrité scientifique, c'est d'abord éviter toute influence ou conflit d'intérêts, pouvant biaiser les résultats. Il y a un industriel qui vient vous apporter un contrat et vous voyez qu'on est tout de suite amené à être conditionné
pour trouver les résultats qu'il souhaite l'industriel. Mais ce n'est pas que les industriels, c'est aussi les chercheurs, malheureusement, pour la promotion, pour le rayonnement, commencent à faire des articles qui, en fait, avec des résultats qui sont pas corrects, qui sont pas scientifiques. Je vous montre une courbe. Ça vient du journal Nature 2023. C'est l'évolution du nombre des articles qui ont été retirés de la littérature. Ce n'est pas des articles, ce n'est pas le nombre total des articles qui sont scientifiquement incorrects, c'est des articles qui ont été obligés, ou bien l'éditeur, parce que quelqu'un d'autre a dit « Ah, là, ça ne va pas du tout, cette courbe, il y a quelque chose, j'ai fait la même manip et ça ne donne pas ce résultat, il y a de tricheries ». Ou bien l'auteur lui-même, il dit « J'ai été très pressé pour avoir une publication, je n'ai pas tout vérifié et finalement, vous avez raison. » Voilà. Donc, vous voyez, cette évolution est inquiétante. C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Ça montre drastiquement. Et à côté, si vous regardez, c'est les pays où... le pourcentage, si vous voulez, le pourcentage. Vous voyez, plus le pays est riche et despotique, plus il y a des articles qui sont, et je répète, le nombre des articles avec des résultats qui sont incorrects, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est des articles qui ont été retirés, souvent dans des journaux sérieux, c'est-à-dire Nature lui-même ou d'autres qui ont dit, voilà, ça ne va pas, ce résultat n'est pas acceptable. Mais vous voyez que les pays comme l'Arabie saoudite, Pakistan, la Russie, la Chine, l'Égypte, Malaisie, l'Iran, l'Inde, voilà, vous voyez les pays où il n'y a pas de contrôle véritablement, il n'y a pas un système ouvert, donc il n'y a pas d'ouverture et il n'y a pas de contrôle et il y a beaucoup de richesse aussi. Moi, je me rappelle, j'avais des étudiants chinois qui demandaient absolument, on publie dans Nature. Mais quand je lui ai expliqué que ce qu'on a obtenu, c'est très bien, mais ce n'est pas au niveau de publier dans Nature, mais je ne comprenais pas cette insistance, mais en fait, les salaires, les postes sont proportionnels au nombre d'articles avec leur facteur d'impact. Vous voyez que tout de suite, ça peut amener à des résultats vraiment catastrophiques. Donc, cette éthique intégrée scientifique, on doit être très vigilant dans notre université. Il y a des cas. Moi, j'étais au CNRS, j'ai connu des cas aussi. C'est toujours très douloureux de vérifier, de dire, voilà. Donc, l'autre condition, c'est la transparence. La transparence, c'est-à-dire une publication ouverte avec des données de l'ensemble des résultats ouvertes. Donc, c'est récent, ça. Moi, il y a 20 ans, 30 ans, je publiais des articles dans mes activités de chimie, en tant que physico-chimiste. Bon, je ne publiais jamais les données. Maintenant, vous voulez publier un article, vous avez une courbe comme ça, mais on vous demande de donner les sources, l'ensemble des données, que ça soit accessible à tout le monde. Donc, ça change totalement. Donc, quand on voit, par exemple, une thèse qui est soutenue de manière confidentielle, vous voyez, il faudrait poser la question, pourquoi une thèse confidentielle? Il peut y avoir des thèses où il y a des industriels qui ne veulent pas une partie de la thèse. Je ne dis pas que c'est... Mais on a connu des thèses confidentielles et 5 ans après, on voit qu'il y a un chapitre qui est totalement plagiat. Donc cette affaire-là est très importante, cette transparence. Et le dernier point, qui est encore autre chose, c'est le contrôle par les pairs. C'est-à-dire, on doit être évalué
par des experts comme nous-mêmes, dans d'autres universités, dans d'autres organismes. Cette évaluation permet de garantir la qualité, la rigueur et la validité des travaux. Donc, avec toutes ces conditions, la recherche scientifique peut devenir fiable et crédible. Et c'est extrêmement important, ces points. Je disais ça à notre président, Camille Galap. Il suffit 2 ou 3 chercheurs pour que la réputation d'une université soit totalement ternie. Donc, une affaire qui sort, voilà. Donc, et c'est vraiment très grave. Ensuite, l'autre point que je voulais échanger avec vous, c'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale et la recherche finalisée. Je ne sais pas, dans le domaine SHS, c'est différent. Mais en fait, la recherche qu'on appelle fondamentale, c'est vraiment motivée par la curiosité des chercheurs. Il n'y a pas derrière quelque chose, une finalité. Et souvent, on trouve autre chose qu'on attend. Et donc, ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Et il y a la recherche finalisée qui, le rôle, c'est de répondre aux enjeux sociaux, économiques, technologiques, environnementaux, etc. Par exemple, vous prenez la recherche à la faculté de médecine de notre université, bien entendu, c'est finalisé. Parce que l'enjeu, c'est la santé. Ils veulent guérir. Donc, ce n'est pas parce que c'est la recherche finalisée qu'il faudrait considérer avec moins d'estime. Et la recherche fondamentale, bien entendu, peut nourrir la recherche finalisée. Il y a une époque, on pensait qu'il y a vraiment la recherche fondamentale et la recherche finalisée. Il y a cette courbe, vous pouvez trouver dans la littérature. Il y a Carl Linnaeus, qui est un botanologue à l'époque de la Suède, qui faisait de la recherche appliquée très basique, qui servait pour la recherche fondamentale. Et après, on donne l'exemple de Niels Bohr, qui est un physicien, qui cherchait à comprendre la structure de l'atome. Et ça, on dit que c'est pur et dur la recherche fondamentale. Et après, il y a Louis Pasteur qui était motivé par trouver un remède. Et voilà, on dit que c'est une recherche qui est inspirée par l'utilité, par l'usage. Et la recherche appliquée, Edison, qui cherchait absolument d'avoir la lumière, l'électricité, et il a réussi. Mais c'est trop schématisé de présenter les choses comme ça. De dire que, par exemple, Niels Bohr, qui a compris la structure de l'atome, n'a pas d'impact en recherche appliquée, c'est absurde, c'est totalement absurde. Donc, cette production de connaissances nourrit aussi la recherche appliquée. Et des fois, la recherche appliquée peut nourrir la recherche fondamentale. On essaye d'améliorer quelque chose, c'est souvent comme ça la recherche appliquée, mais on arrive à une limite. On sait qu'il y a une limite et on essaye d'aller vers autre chose. Souvent, on dit que ce n'est pas en améliorant les bougies que l'électricité a été découverte. Bon, voilà, on a amélioré les bougies longtemps. Finalement, on voit que ça ne marche plus. Voilà, on a choisi le paraffine, on a choisi les adjuvants, le fil, etc. Mais on ne peut pas faire mieux. Donc, voilà, Edison qui arrive, qui a eu les résultats de cette recherche appliquée sur les bougies. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas dire si une recherche est appliquée ou une recherche finalisée ou une recherche fondamentale. Toutes les recherches sont
interconnectés, en fait. Et ça, c'est extrêmement important pour une université d'avoir ce continuum, ce qu'on appelle le continuum entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Ensuite, l'autre point que je voulais échanger avec vous, c'est les relations entre l'université et les ONR, les organismes de recherche. Parce qu'il y a beaucoup de débats, mais avant, je voudrais quand même préciser quelque chose. Ce qu'on appelle opérateur de recherche, agence de moyens ou agence de programme. Souvent, il y a une confusion. Un opérateur de recherche, c'est une institution qui a des chercheurs, qui travaillent, chercheurs, chercheuses, bien sûr, dans les laboratoires et qui leur donne des moyens pour mener une recherche. Ça, c'est un opérateur de recherche. Actuellement, le CNRS, c'est un opérateur de recherche. Il y a des chercheurs qui sont payés par le CNRS. Il y a des laboratoires du CNRS et joue le rôle important comme l'université qui est un opérateur de recherche. Les agences de moyens, leur rôle, c'est seulement financer. Et en France, on a l'ANR. Donc, je ne sais pas si vous avez postulé ou non. L'ANR, c'est l'agence de moyens qui finance des projets scientifiques. Souvent, ils cherchent un PI, Principal Investigator, et le PI prend quelques CDD, des postdoctorants, des doctorants, pour mener sa recherche. Donc, n'a pas le rôle d'opérateur, n'a pas de personnel, d'accord, mais finance des projets. En revanche, agence de programme, c'est différent d'agence de moyens. Le rôle d'une agence de programme, c'est organiser des programmes de recherche. D'accord ? Ce que le gouvernement a créé il y a 2 ans, des agences de programme. Par exemple, je prends l'agence de programme d'énergie. J'ai invité les directeurs d'unité. Il y avait le symposium des directeurs d'unité. On a invité les directeurs des agences de programme. Le rôle de dire, d'abord, c'est le gouvernement qui choisit l'agence. C'est-à-dire, il dit il faut une agence pour l'énergie. Donc, une agence pour l'énergie. D'ailleurs, en SHS, il n'y a pas d'agence. Vous savez que c'est toujours l'alliance qui est restée et c'est un problème. Mais le gouvernement a fait ses choix. Pour l'énergie, il faut une agence. OK ? Et le travail de l'agence, c'est de programmer, proposer à l'État, au gouvernement, ce que le gouvernement doit faire pour améliorer la situation énergétique du pays. C'est ça son rôle. Donc, n'a pas de personnel, ne finance pas des projets de type ANR, des petits projets, mais finance des programmes. Et les PEPR, en fait, ce qu'on appelle des programmes et équipements de recherche, sont les résultats de cette réflexion. Et donc, quand on discute maintenant, est-ce que le CNRS doit rester opérateur ou doit devenir agence de programme, voilà, en fait, c'est ça la différence. Donc, si on veut transformer le CNRS en agence de programme, ça veut dire les chercheurs doivent être gérés par un établissement. Donc, les chercheurs qui sont, par exemple, à Paris-Saclay, doivent être, leur salaire doit être payé par l'université Paris-Saclay. C'est RH de Paris-Saclay qui doit les suivre. Donc, vous voyez, c'est un changement drastique si ça se fait. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est mieux que toute la recherche soit confiée à des opérateurs universitaires ou qu'on doit travailler avec les ONR? Ma partie, c'est de travailler avec les ONR. Chaque pays a son passé, a son contexte. Et la France a créé, par exemple, le CNRS juste avant la guerre, en 1939, et avec Jean Zay et Jean Perrin qui ont été fondateurs pour le CNRS. Et l'idée, justement, c'était
d'avoir des chercheurs plein temps parce que justement les universitaires étaient très pris par l'enseignant. Ce qui actuellement, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, et le rôle du CNRS, c'était aussi d'aider l'État pour l'effort de guerre. Et c'est pour ça qu'au départ, il n'y avait que la physique et la chimie et il n'y avait pas de SHS au CNRS. C'est venu après. Après, parce que si on avait développé SHS, on aurait pu éviter la guerre. Donc, ça aurait coûté beaucoup. Voilà, ça aurait coûté beaucoup moins cher à l'humanité de manière générale. Mais bon, on a payé les physiciens pour faire mieux des radars, j'en sais rien, des bombes, je ne sais pas. Donc, voilà, donc, cette réflexion. Mais dès le départ, le CNRS était en même temps, donc c'est un opérateur, c'est-à-dire en même temps finance des laboratoires, en même temps a ses propres chercheurs et pourrait avoir ses propres laboratoires. Au départ, le CNRS avait beaucoup de laboratoires propres. Donc, ça a diminué dans le temps. Il y a eu la création des UMR des années 60, 70, mais c'était beaucoup plus un opérateur. Donc, moi, je pense que la vision que les ONR ont, les universités ne l'ont pas. Parce que la vision d'une ONR, c'est national. Ils savent ce qui se passe à Bordeaux, à Grenoble, à Montpellier, à Saclay, à Paris, sur une thématique donnée. Donc, ils peuvent donner une... Je vous donne un exemple simple. J'étais au CNRS en charge des très grands équipements. Et il y avait un équipement qui coûtait extrêmement cher. C'était 15 millions d'euros. Bon, on n'a pas les capacités, donc c'est la ville qui paye, la région qui paye, chacun met quelques millions et finalement on réussit de faire l'opération. Donc on l'a fait, on a décidé finalement c'est Lille parce que bon Lille, la mairie et la collectivité ont beaucoup contribué. On a acheté cet appareil. Et là, après un mois, on a vu qu'en Allemagne, il y a 5 universités qui ont acheté le même appareil. Tandis qu'on sait qu'il n'y a pas ce besoin. Comme vous êtes indépendant à Paris-Saclay, on va acheter cet appareil. À Grenoble, ils vont acheter la même chose. Et à Bordeaux, la même chose. Et finalement, on se trouve, c'est quand même l'argent de l'État, c'est l'argent du peuple. Et donc, on investit sans coordination nationale. Donc, l'ONR peut permettre cette coordination nationale. Ça, c'est pour les équipements scientifiques. Mais je ne sais pas si dans le domaine il y a des GDR dans le domaine de SAC, dans votre domaine, des GDR qui sont des groupements de recherche qui sont organisés au niveau national. Tout le monde se réunit 2-3 jours par an pour parler d'une thématique donnée. Et ça, il n'y a que le CNRS qui peut l'organiser. L'université, bon, on peut faire des symposiums, on peut, mais quelque chose qui est structurel, les GDR, je suis sûr qu'il y en a en SHS. Hein? Oui, oui. Bon, peut-être, voilà, l'association peut jouer le même rôle, mais c'est le CNRS qui organise ça et c'est très bien. Donc, si on pose la question à moi, je dirais qu'il faudrait qu'on travaille avec les ONR. Chacun apporte sa spécificité et les UMR, c'est-à-dire les unités où il y a en même temps les ONR et en même temps les universités, c'est très enrichissant. Contrairement à ce qu'on cherche de dire c'est très complexe, on ne sait pas qui fait quoi, etc. Mais le résultat, quand on en parle à l'étranger, ils disent c'est vraiment très bien ce que vous êtes en train de faire en France. Voilà, donc ça c'était pour répondre sur le rôle des ENR et je termine pour ne pas prendre trop votre temps sur le cas des SHS. Donc, est-ce qu'on peut traiter toutes les disciplines de la même manière? Est-ce que la physique, la chimie, la biologie, le droit,
l'histoire, l'économie, est-ce qu'on peut les traiter de la même manière? C'est évident, c'est non, la réponse. Il y a des différences fondamentales. D'abord, le coût de la recherche. Vous n'avez pas besoin des équipements qui sont extrêmement chers pour l'acquisition, mais aussi pour la maintenance. Et d'autre part, vous avez une masse plus importante d'étudiants qu'en sciences dures. Donc, ça ne permet pas aux enseignants-chercheurs d'être autant mobilisés sur la recherche quand on est en SHS que quand on est, par exemple, en maths ou en physique. C'est une différence importante. Et votre approche est tout à fait différente. De comprendre des phénomènes de la société, c'est ça en fait l'objectif, de les comprendre, la société, de l'économie, etc. C'est très différent que de prendre un objet de la nature et c'est beaucoup plus complexe la société. Le nombre de paramètres qui interviennent dans un système de société, c'est extrêmement plus riche que dans un système naturel. Donc, il faudrait qu'on adapte à l'université notre approche pour SHS. Mais ça veut dire quoi adapter? Le lundi prochain, l'université va lancer un appel. Un appel, on essaye de réduire le nombre d'appels, on essaye de travailler avec les graduate schools et aussi avec les facultés, les composantes et les écoles pour que tout le monde participe dans l'appel. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour la SHS? Parce qu'il y a toujours équipement, mais vous n'êtes pas trop concerné. Bon, des fois, il y a quelques équipements quand même pour faire des sondages ou pour faire des systèmes numériques, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas autant de besoins. Mais après, là, je suis là pour écouter. On a un autre appel qui est professeur invité. Quand j'ai vu que le nombre est très faible en SHS, je me pose la question, parce que vous n'avez moins de lien avec les profs étrangers, les chercheurs qui sont dans d'autres pays? Pourquoi à la faculté des sciences, on a 90 demandes et à la faculté de Jean Monnet, on en a 4? Qui est beaucoup plus de labos à la faculté des sciences, bon, ça, oui, mais ça explique pas le ratio qui est vraiment très, très différent. Est-ce que c'est votre communauté qui est moins internationale? Est-ce que c'est... Quelle est la raison? Voilà, donc ça, j'ai pas de réponse à ce point. Et la demande, c'est est-ce qu'on peut, dans cet appel, faire quelque chose spécifique pour la SHS, justement? Parce qu'on est responsable, l'université, le CNRS, etc., on est responsable d'adapter nos appels aux communautés. Bon, en particulier la communauté SHS. Par exemple, je sais que pour le doctorat, on demande aux doctorants d'être dans les laboratoires, je ne sais pas, X% de leur temps. Et bien entendu, ça n'a pas de sens pour les SHS. En physique et en chimie, moi, j'étais exigeant. Je demandais que le doctorant soit présent au laboratoire parce que sinon, ça n'avance pas. Mais je sais qu'en SHS, c'est pas. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes règles. On ne peut pas appliquer les mêmes règles. Mais il faudrait qu'il y ait un débat ensemble pour voir comment on peut répondre à la spécificité de l'activité de recherche en SHS. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Quelques éclaircissements. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Merci.